Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Les Casseurs de Code. C'est une émission où des personnes raconteront leur histoire, leur parcours, leurs aventures et surtout pourquoi l'apprentissage du code a changé leur vie. Le code leur a permis d'ajouter une corde de plus à leur arc de compétences, de concrétiser des idées, de laisser libre cours à leur créativité ou encore d'acquérir un état d'esprit. Ces personnes n'avaient pas toute vocation à devenir dev, mais toutes ont découvert de nouveaux horizons et voire même de nouveaux métiers. Le point commun de tout le monde interviewé est de prendre la compétence du code non pas comme une fin en soi, mais plus comme un outil. Computers aren't the thing. They're the thing that gets us to the thing. Allez, passons à l'interview du jour. Bonsoir Brice. Bonsoir Félix. Merci beaucoup de m'accueillir ce soir pour cette interview. Avec plaisir, il fait chaud mais on va essayer de faire quelque chose de sympa. Retour des beaux jours, retour des interviews, c'est beau, c'est magnifique. Brice, tu as fait THP il y a 2 ans pile poil maintenant, printemps 2019. Oui, tout à fait. Et je commence toujours mes interviews par cette question simple. Qui étais-tu avant de faire THP? Qui était le Brice de l'hiver 2019? Alors, hiver 2019, Brice était intrapreneur dans une start-up d'État qui s'appelait Mes remboursements simplifiés. Start-up d'État? Start-up d'État. Qu'est-ce que c'est? Alors, la start-up d'État, c'est une structure où il y a un coach, un développeur, 1 ou 2 intrapreneurs, peut-être des bizdev, ça dépend comment le produit évolue, qui est chargé de développer un produit en 6 mois. Et puis si ça fonctionne bien et ça répond aux besoins, l'État met 200 000 € de plus au pot et on continue tous les 6 mois. On présente au sponsor et si ça convient au sponsor, sur 2 ou 3 ans, on peut développer un produit évolué. Donc c'est un peu la Startup Nation, mais de l'État. Complètement, donc c'est l'incubateur BetaGouv qui fait ça, sous l'impulsion de la DINUM, et ça vient du secrétariat du Premier ministre. Ok, bah je pense qu'on aura le temps d'en reparler parce que c'est assez intéressant comme concept. Et en plus, si ma mémoire est bonne, tu as continué à bosser pendant assez longtemps après. Oui. Donc désolé, je t'ai coupé. Hiver 2019. Donc hiver 2019, j'ai continué à travailler sur cette start-up. J'ai continué avec la communauté THP. Et là, j'ai commencé à pivoter dans ma carrière, puisqu'en fait, avant de faire THP, je suis responsable toujours prospective et innovation au sein de l'assurance maladie, donc la sécurité sociale pour tout ce qui est maladie, feuille de soins, carte vitale. Et avant d'être responsable prospective et innovation, j'ai été responsable informatique de la sécurité sociale en Haute-Garonne, à Toulouse, donc là où j'officie, entre 2001 et 2017. Voilà, donc je suis un très très ancien. Sur cette période-là, j'ai pas fait de développement. Ce qui m'a donné le goût à faire THP, c'est justement la start-up d'État et le développeur qu'on a eu avec nous, qui faisait du Django Python, et c'est vrai que son code, je trouvais ça assez fabuleux. Et il m'a donné envie de me replonger dans le code que j'avais fait il y a très 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 longtemps, dans les années 80. T'avais fait du code il y a très longtemps? J'ai appris à faire de l'assembleur 6809, Z80, 8080. Dans les années 80? 6500, entre 82 et 86. Ah mais c'est énorme! Voilà. C'était à l'époque des cassettes magnétiques pour pouvoir enregistrer. Le cloud n'existait pas, les disquettes c'était très très cher. Enfin voilà, c'est un autre monde, une autre informatique. L'informatique un peu idéalisée de Steve Jobs et compagnie? Peut-être, c'est eux qui ont un peu popularisé l'ordinateur personnel, que ce soit Bill Gates ou Steve Jobs ou Steve Wozniak. Moi je serais plutôt Steve Wozniak. Il a un côté un peu techno, un peu côté ingénieur, alors que Steve Jobs était vraiment le commercial de la bande, le marketeur de la bande. Donc voilà, ça c'est mon passé. Après des études scientifiques et d'ingénieur, j'ai basculé dans l'informatique, où j'ai fait un peu de développement VB, j'ai fait un peu de développement de produits à droite et à gauche pour Olivetti, et puis dans différentes entreprises de l'assurance maladie, que ce soit en Corrèze, dans le Cher, à Bourges et maintenant à Toulouse. Olivetti, tu disais? Alors Olivetti, c'est une très très vieille entreprise, je sais même pas si elle existe encore. Alors là, c'est vrai que c'est un nom un peu old school. Ils étaient basés à la place du Stade de France, dans l'avenue du Landy, là-bas, vers la Seine-Saint-Denis. Ouais, c'était assez original. Ils vendaient des ordinateurs brandés italiens. Ah, donc en fait, t'as vraiment travaillé dans la tech des années 80, début des années 90. Clairement, j'ai travaillé dans ce milieu-là où Internet n'existait pas, mais on utilisait soit le Minitel,
ça parle encore à quelqu'un, ou soit Numéris, qui était la version accélérée des échanges de fichiers. Non, je vais pas m'en faire mon vieux con, je trouve que c'est mieux maintenant qu'avant, mais c'était différent. Oh, il y a un petit côté nostalgique, un petit peu, tu pourras dire, quand tu vois tous ces jeunes, si tu peux me permettre, qui font de la Startup Nation, tu diras, voilà, moi les startups, c'était à l'ancienne, quoi. Après, on avait tous nos rêves de... Alors ça s'appelait pas des startups à l'époque, on avait tous nos rêves, moi je voulais racheter IBM, j'ai voulu monter ma propre boîte, donc j'avais fait un logiciel de permis bateau, que j'avais vendu à une boîte. Enfin voilà, on avait quand même ces petits rêves-là de avec du code pouvoir se faire de l'argent. On était dans ma chambre, j'étais dans ma chambre, dans mon garage à coder. C'était un peu ce rêve-là. C'était pas la Startup Nation, mais c'était développé dans son garage, dans sa chambre. Bah oui, mais moi je trouve que c'est un idéal que je trouve extrêmement louable, et c'est un imaginaire que j'associe beaucoup avec les startups. Pour avoir, enfin, moi j'ai fait mes études d'entrepreneuriat il y a un peu moins de 10 ans. À l'époque, c'était un peu l'idéal canapé et compagnie, et toi, t'as vécu de vrai. Et en plus, est-ce qu'à l'époque, vous vouliez changer le monde un peu? Non, je pense qu'on n'avait pas cette conscience-là. On voulait s'enrichir, on voulait amener des nouveaux produits, changer le monde. C'est maintenant que ça fait depuis 10 ans que vraiment on fait beaucoup plus gaffe à ce qu'on fait en termes de cloud, en termes de recyclage d'ordinateurs. Parce que dans l'entreprise, on a plus de 1700 PC, on a 500 serveurs, pardon, avec des machines virtuelles, des serveurs virtuels. Donc là, quand il faut les recycler, on fait beaucoup plus attention à ça qu'avant, mais à cette époque-là, non. C'était les années 80, c'était les années Reagan, c'était Payette et compagnie, quoi. Pardon, quand je dis changer le monde, c'est vraiment dans le sens avoir une entreprise globale et rouler sur le monde, un peu comme Apple, Microsoft, Google. Oui, on avait ces projets-là, oui. Oui, mais toute proportion gardée, mais oui, clairement. Ok, donc, hiver 2019, il y a ton dev qui développe en Python, toi ça te rappelle les souvenirs, et tu te dis, j'ai envie de redécouvrir le code. Je vais à un apéro organisé par THP, avec le staff de THP. Il me donne envie, je sonde un peu le marché, le wagon, la Wild Code School, la capsule, THP ça me semble le plus cool, et donc, en plus, j'ai rencontré le staff et on a pu échanger, donc voilà. Je bascule, je vais chez THP. Je prends mon temps, je prépare le terrain, parce qu'en fait, j'ai pris 3 mois pour partir de mon entreprise pour pouvoir faire THP. Et puis, une fois que j'ai eu le go, ça fait 6 mois après, j'ai commencé au printemps 2019 pour pouvoir commencer THP et intégrer la communauté. Et alors, ce premier jour, ça s'est passé comment? Ah, le premier jour, déjà 2 jours avant, gros stress, parce qu'en fait, on n'était pas suffisant pour faire un groupe, on n'était que 3, et puis final, le lundi, on s'est retrouvé à 2. Mais on avait super Nicolas Hermé, big up pour toi. On lui passe le bonjour. N'est-ce pas? Qui nous a accueillis dans notre petit cyberbar, là, cybercafé, où on a pris notre premier café, et on a fait l'onboarding THP, et il nous a aidés. Il nous a soutenus, il nous a expliqué, il nous a rassurés. Et ça, il est venu pour nous dire, mercredi, il y a apéro. Donc apéro THP. Et vous êtes obligé d'y aller. Obligé d'y aller. On stressait un peu parce que le staff nous avait quand même mis la pression en nous disant bah écoute, c'est très difficile, vous allez travailler jusqu'à 22h, vous allez même peut-être rendre après minuit. Bon, donc grosse pression. Après, moi j'avais déjà un peu codé avant, j'avais fait du vieux code. On peut peut-être faire une thématique sur avant et après, notamment programmation objet, programmation procédurale. Mais bon, techniquement, je me sentais un peu à la ramasse, mais bon, allez, prêt à relever le challenge. Et Nico nous a vraiment rassurés. Et le mercredi suivant, quand on a été à l'apéro, bah tout le staff, enfin toute l'équipe, toute la commu toulousaine, THP nous a bien rassurés, on a bien discuté, ils nous ont raconté leurs anecdotes sur tel ou tel projet. Des anecdotes auprès de verre en plus. Avec des verres, voilà, ouais. Des verres à 8 degrés, et Nico ou Gérard se souviendront que quand je suis sorti, j'étais pas frais. Non, très très bonne communauté sur Toulouse, et les apéros c'était tous les 15 jours, puis je sais pas pourquoi, avec notre session, avec Nico, bah, c'était toutes les semaines. Donc on a basculé de bi-hebdo ou une fois de temps en temps à toutes les semaines.
Et à tradition, vous avez gardé d'ailleurs. Je crois que vous faisiez souvent des apéros. Alors, même s'il y a personne, on continue à faire des apéros. Que ce soit Nico, moi, Adrien, Nathan, enfin c'est les plus récents que j'ai en tête, quand c'était encore en présentiel. Mais c'est vrai qu'on aimerait faire perdurer cette communauté, rencontrer les moussaillons. Et donc on essaie aussi de faire des activités. C'est-à-dire l'été dernier, sur la session 3, on a essayé de faire un acrobranche, on a fait des sessions karting, pour essayer de changer un peu le côté apéro et de faire d'autres activités. Les bières c'est sympa, mais il y a pas que ça dans la vie. Il y a pas que ça dans la vie. Bah voilà, si vous êtes à Toulouse, n'hésitez pas à faire un coucou à Brice ou à Nico qui te feront un plaisir de faire un apéro. Tous les mercredis de 18h à 19h, il y aura apéro. Donc n'hésitez pas à faire un coucou sur le Discord ou sur le Slack. Et alors tu disais que donc t'as fait du code de l'assembleur dans les années 80, qui est un langage, on va dire, pour expliquer l'assembleur, tu fais en 50 lignes en assembleur ce que tu peux faire en une ligne en Ruby. Clairement. Comment ça s'est passé? Enfin, du coup, tu devais être plus à l'aise, non, pour faire la formation? Alors, j'étais plus à l'aise, oui et non. Les codes, affectation, les conditions, tout ça, les if, when, bon, aucun souci. Là où j'ai eu plus de soucis, c'est les déclarations de variables. Dans l'ancien temps, quand on déclarait une variable, c'était l'enfer. Les mémoires, c'est ça. trucs. Il fallait compter la mémoire. À l'époque, on comptait les octets. Les octets. On comptait les bits. Donc, si vous voulez, quand vous développez avec 512 octets de mémoire en assembleur, on compte les octets. Bref, ce qui m'a, c'est le côté permissif du Ruby. J'étais pas habitué. J'étais habitué à faire du code très structuré avec des points-virgules, des machins qui finissent à tel endroit, voilà. Une fois que mon cerveau a déverrouillé ses chakras, là j'ai pu dérouler le Ruby. Et c'est vrai que les premiers jours, j'étais très dans l'algorithmique, j'étais très dans le procédural, et non, c'était pas le bon axe. Ok, donc, été 2019, tu finis la promo à Toulouse, et là, t'as rejoint la startup d'État. Alors j'ai continué la startup d'État qu'on avait déjà commencé. Donc là, j'étais honnêtement plus à l'aise avec le code, même en Python, parce qu'en fait, la logique MVC, la logique qu'on apprend à THP, elle est bonne partout. Hein. C'est juste une question de grammaire qu'il faut s'approprier, mais c'est ça la force aussi de THP, c'est que ça vous donne vraiment les bases pour pouvoir relire du code, et on vous la fait pas à l'envers. C'est-à-dire que vous arrivez quand même à relire du code, vous arrivez même à produire du code, à corriger 2-3 trucs, et ça, c'est ça la force de THP, c'est vous êtes quand même autonome pour pouvoir produire du code qui vous appartient, et vous êtes autonome si vous n'êtes pas développeur pour reconnaître ce que disait Mélissandre dans un de ses podcasts, de pas lui faire à l'envers et de savoir lire du code et de dire attends mec, il faut pas 2 mois pour le faire, tu peux le faire en 15 jours. Ouais, c'est très pratique, notamment dans des équipes réduites où t'es obligé vraiment de savoir vraiment parler à la personne technique. Clairement, donc je faisais des pull requests avec lui, je faisais des forks sur certains codes, donc ça m'a permis de faire un step supplémentaire avec ce dev. Ok, et donc dans l'équipe, vous êtes combien? Donc dans l'équipe, nous sommes 2 intrapreneurs, un coach agile, qui nous aide avec le développeur, et donc on a un lead dev, et on a 2 autres développeurs qui lui donnent un coup de main, parce qu'on a eu des tokens, pour des jetons pour pouvoir continuer à fonctionner tous les 6 mois, et donc on a pu embaucher 2 développeurs en freelance supplémentaires. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette partie startup d'État? C'est la bienveillance de la communauté bêta. Donc si vous êtes développeur Else et que vous voyez passer des annonces startup d'État, donc vous allez sur le site de BetaGouv, ils prennent essentiellement des juniors sur le lead, mais après ils prennent quand il y a des besoins de développeurs. Des seniors, tu veux dire? Des seniors, des seniors. Ils prennent aussi des développeurs juniors pour compléter les équipes. Donc ça peut être intéressant. Il y a quelques produits d'ailleurs qui sont en Rails. Je pense à Eva, qui est un outil d'évaluation de Pôle emploi. Je pense à Démarche simplifiée, qui est un outil pour définir des workflows et simplifier les process de l'administration. Voilà, donc il y a des développeurs qui font du Rails dans ces environnements startup d'État, et l'incubateur beta.gouv. Et est-ce que ça marche bien, ce système de startup d'État? Ça marche excessivement bien. Il y a eu une phase d'expérimentation avec quelques startups. Je crois que maintenant, il tourne à plus de 80 startups qui sont en progression ou en consolidation dans différents ministères, que ce soit le ministère des Armées,
ministère des Finances, le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Santé, le ministère de la Culture. Le Pass Culture a été initié par une start-up d'État, donc après il est sorti du giron pour être internalisé par le ministère de la Culture. Mais voilà, tous ces projets-là qui ont une valeur ajoutée, qui ont du sens, qui donnent du sens à ce qu'on peut faire sur un produit numérique, c'est fait par Betagouv. Et après, pour intégrer à terme toute la panoplie des sites de l'État. Exactement, tous les sites de l'État. Donc vous avez des sites pour faire de la médiation. Si vous avez un problème avec une administration, il y a A+, qui vous aide à faire ça. Pôle emploi, ils ont développé un outil qui fait du matching, qui s'appelle Maintenant. Embaucher plutôt des compétences que des CV. Donc leur slogan et leur punchline est assez forte. Vous avez nous, mes remboursements simplifiés, MRS, qui permet de simplifier un process. Avant, on mettait 2 mois pour rembourser des feuilles de soins. La promesse maintenant, c'est 7 jours. Et en fait, dans les vrais, le KPI, il est à 3 jours et demi, quoi. Entre le moment où vous prenez en photo votre feuille de soins et que vous l'envoyez sur MRS, en 3 jours et demi, vous êtes payé. Le nom de mes remboursements simplifiés est pas mal parce que ça me fait penser à mes départs simplifiés. Je crois. Voilà, en fait, on voulait continuer la start-up et être plus horizontal. Là, actuellement, on est très vertical, on est sur des transports. Mais ce qu'on aurait voulu faire, c'est simplifier d'autres process. On a plein de niches qui sont encore sur les formulaires papier. C'est l'enfer. Je suis vraiment j'ai un problème avec l'administration et puis les papiers administration. Si je pouvais avoir des outils pour simplifier, je suis extrêmement demandeur. Et donc, on voulait, avec mon collègue intrapreneur, avoir d'autres volets de simplification. Pour l'instant, le sponsor a dit on s'arrête là, l'expérimentation elle est top, mais on va passer sur autre chose. Et puis le Covid est arrivé, donc on n'a pas pu non plus remettre un jeton supplémentaire. Mais d'ailleurs, à propos de Covid et de start-up et d'État, moi j'ai une question que j'ai envie de poser. À quand le futur Doctolib de start-up d'État ? Alors ça c'est une bonne question. Je pense que la place de Doctolib elle est déjà prise. Par contre, un produit méta, c'est-à-dire qu'il puisse regrouper l'ensemble des sites de rendez-vous, géré par un service type API, une plateforme API, c'est en cours. Donc ça s'appelle Mon Espace Santé. Qui est géré par l'Agence nationale du numérique en santé, qui est donc géré par Dominique Pont, qui est un Toulousain pur jus, qui est en train de développer une plateforme API qui va permettre à toutes les entreprises qui ont de la valeur ajoutée à se plugger sur ce système-là. Ils amènent leur valeur ajoutée, mais par contre les données seront fiables, elles seront sécurisées et en HDS, c'est-à-dire des données qui sont des hébergements de données en santé. Bon, en tout cas, cette initiative Startup d'État est hyper stylée parce que ça permet, on entend souvent le truc comme quoi l'État, ça c'est mal codé et tout. Clairement, si vous êtes porteur de projet, l'ensemble du code est open source. Donc, imaginez un portfolio. Vous pouvez aller sur les repos de Betagouv, télécharger le code qui vous intéresse. Moi, je vous conseille plutôt les API parce que ça vous permettra de développer votre propre valeur ajoutée. Mais oui, c'est vraiment super intéressant. Et si vous avez une proposition de valeur, une idée, mais n'hésitez pas à rejoindre Betagouv, à les contacter et ils seront à l'écoute. Vous avez un ensemble de professionnels, que ça soit du bizdev, que ça soit des coachs, que ça soit du DevOps, des développeurs, du coaching, qui peuvent vous donner un coup de main, et ça de façon tout à fait gracieuse, du moment que vous avez une valeur à apporter qui a du sens. Ok, super projet, super initiative de l'État. Ça date de quand ? Ça date de 2014, donc... avant la Startup Nation. Avant la Startup Nation de M. Macron, complètement. 2014, expérimentation avec les impôts. Comment faire pour payer plus rapidement ses impôts ou déclarer plus rapidement ses impôts. Ça a bien fonctionné. Et donc, ils ont élargi le concept avec une structure qui s'appelle la DINUM, donc c'est la direction du numérique, qui appartient au Premier ministre. Et ils ont élargi avec l'incubateur, ils ont été chercher dans les ministères les points irritants, les bonnes idées, les intrapreneurs, pour les sortir de leur contexte et les mettre en mode entrepreneur. Et allez-y les gars, on vous donne 200 000 € sur 6 mois, montrez ce que vous savez faire, et puis si ça continue, si ça marche, banco, on vous redonne 200 000 €. Et à terme, futur Doctolib de l'État, et comme ça. Et à terme, le futur Doctolib de ce que vous voulez, les futurs API, les futures valeurs ajoutées pour l'État, l'intercommunication entre les différents services de l'État, on sera grandement facilité grâce à vous. Toi aussi, viens à Betagouv. Un endroit très bienveillant. Donc ça fait quelques années que t'es à Startup d'État. Et est-ce que tu codes, est-ce que tu dev, c'est quoi ton métier à Startup d'État ?
Alors, je dev, mais je fais surtout autre chose. La startup d'État m'a donné envie de faire du coaching, d'accompagner des porteurs de projets. Ils ont une idée, ils ont un irritant, ils souhaitent le développer. Et donc, j'ai envie de les accompagner pour faire un POC. Donc, je code essentiellement pour faire du POC ou du MVP. Donc 4-5 tables, quelques images sympas, un peu d'HTML et de CSS. L'idée, c'est de donner à voir à un sponsor, de donner à voir à des utilisateurs pour avoir des retours rapides, pour se tromper rapidement et éventuellement corriger et réorienter le produit. Toujours dans l'appareil de l'État. Toujours dans l'appareil de l'État, ouais. Ok, donc t'aides des personnes à monter des POC pour qu'ils C'est fassent à terme des startups d'État. C'est ça. Donc moi, mon objectif, c'est faire du coaching, de coacher des porteurs de projets. Je le fais aussi avec des étudiants dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Disrupt Campus. Donc c'est vraiment vers ça que je m'oriente. Donc je code un peu, mais mon cœur de métier, ça va plutôt être accompagner des porteurs de projets. Et donc là, je me structure et je me forme plutôt dans cette démarche-là. Ok, donc un métier très versatile. C'est ça, qui me permet de tout faire, de tout toucher, un peu de technique, un peu d'intelligence collective, voilà. Très bien, merci pour toutes ces réponses. Alors, avant de nous quitter, j'ai quand même une question hyper importante à poser. Startup originelle des années 80-90 versus Startup Nation, fight, qui est le meilleur, qui va gagner? Clairement, Startup Nation, année 2020. Oh là 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 là. Même si j'ai une grosse nostalgie de développer du code en assembleur ou en basique sur des machines complètement ésotériques, hein. Vous aviez du Sinclair, du Spectrum, du Dragon, du Auric. C'était vraiment la fête du slip, hein, parce qu'il y avait de tout et n'importe quoi en termes de machines. Mais on rêvait à cette époque-là de devenir les IBM, parce que IBM était numéro 1 mondial à l'époque, les Dell. Malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. Disons que le côté startup n'existait pas. Ce qu'on voulait, c'était réussir et puis que ça soit un peu shiny, un peu glitter pour dire voilà, j'ai ma Porsche, etc. On était plutôt à cette époque-là dans ce mood-là. Alors c'était les années 80, Reagan et tout ça. Donc bon, on n'était pas dans la recherche de sens, le développement durable et tout ça. Ok. Eh bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Avec grand plaisir, Félix. Je suis vraiment content d'avoir fait ce podcast avec toi. Et puis, on se voit à la prochaine. À la prochaine, autour d'une bière. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup en tout cas à notre invité de nous avoir partagé ces moments humains. Nous, on se retrouve dimanche prochain pour une autre histoire, un autre parcours. Allez, à ciao, bon dimanche.